Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être présents pour cette nouvelle conférence. On va parler des enjeux climatiques dans la filière agricole avec beaucoup d'intervenants pour cette conférence de ce vendredi. J'aime bien quand, honnêtement, le public participe. On est dans l'interactivité. Donc n'hésitez pas, elle va durer à peu près 1 heure, cette conférence. Mais à tout moment, j'y vais à tout moment, ça je m'adresse aux intervenants, le public peut poser une question, hein. D'accord, on est bien d'accord, vous jouez bien le jeu là-dessus. Alors, parmi nos intervenants pour cette thématique, nous avons Jérôme Vol, président de la CPNE agricole. Bonjour, président. Nous avons Dominique Boucherel, CG de la CPNE agricole. Nous avons Bertrand Moudin, président de Ceresco. Cécile Barbier, Barlier, je vais y arriver, pardon ma chère Cécile. Cécile Barlier, chargée d'études Ceresco. Alice Monfond, qui est chargée d'études Cadra Études. Jérôme Lachaud, directeur accompagnement des branches de l'Ocapia, qui est avec nous. Nous avons également Béatrice Dingli, directrice générale de Vivea, Sylvain Tola, éleveur, et Philippe Sulpice, formateur à la FEVEC. Voilà, j'ai bien prononcé pour tout le monde, tout va bien. On peut démarrer. Je voudrais qu'on les applaudisse bien fort, s'il vous plaît. Merci pour débuter cette conférence. Président, je vous laisse quelques mots d'ouverture. Merci, merci à tous d'être présents lors de cette table ronde sur l'évolution et le changement climatique et plus particulièrement sur les impacts. Ce que je voulais dire d'abord, le changement climatique impacte évidemment fortement tout agriculteur, toute entreprise agricole et évidemment les salariés qui sont aussi dans les entreprises agricoles. Et là, pour le coup, c'est très transversal, hein. Ça peut être les arboriculteurs, les viticulteurs, les éleveurs, les céréaliers, ceux qui ont aussi de la diversification dans leurs entreprises et pour un certain nombre sont assez nombreuses dans nos secteurs d'activité. Donc, tout le monde est touché par l'évolution et le changement climatique. Et donc, il y a évidemment pour notre secteur d'activité un vrai enjeu. Cela n'est pas nouveau, le changement climatique et l'évolution climatique, hein. Depuis les années 60, 62 jusqu'à maintenant, on a toujours eu des évolutions climatiques. Mais aujourd'hui, l'impact de l'évolution climatique a un vrai impact économique, social, voire de pérennisation d'un certain nombre d'ateliers dans nos exploitations agricoles. Et donc, pour le coup, plus que jamais, le changement climatique a un impact pour nos entreprises agricoles. Qui dit tâche, et plus particulièrement le phénomène s'accentue de manière considérable et nous oblige dans nos activités quotidiennes à faire évoluer nos pratiques, nos partenariats, nos alliances, et avec cela à repenser les tâches quotidiennes, les nôtres et celles de nos salariés agricoles lorsque nous en avons. Il y a à peu près une exploitation sur deux qui a des salariés en agriculture, que ce soit en groupement d'employeurs ou en direct. Qui dit tâches quotidiennes à faire évoluer, dit compétences à acquérir et donc accompagnement et formation à envisager. C'est la raison pour laquelle, dès 2021, la Commission paritaire nationale de l'emploi en agriculture, qui est une instance politique des partenaires sociaux, j'aime bien le resituer quand même dans le cadre dans lequel nous sommes, où on est une instance qui représente à la fois les employeurs, à la fois les salariés, je laisserai la parole à Dominique, représentatif de l'interbranche agricole. Ça veut dire que ce n'est pas que la production agricole. Il y a aussi le paysage, il y a les entreprises du territoire, il y a aussi tous les CUMA, plus particulièrement, qui sont présents. Et donc, on a voulu commander une étude, et donc on aura le rendu de cette étude, visant à éclairer un peu les sujets, à analyser les évolutions à l'œuvre, les qualifier, surtout les préciser, et identifier les métiers les plus impactés, et préconiser des actions très concrètes pour affronter les changements climatiques. En tant que vice-président de la FNSEA en charge de l'emploi et président de la CPNE, et moi-même employeur, j'ai à cœur d'engager ce chantier évidemment. Je le dis à titre personnel, l'entreprise que je gère en Ardèche, viticole, mais aussi en production d'huile essentielle de la Vendée, mais aussi en oléiculture, on voit l'évolution du changement climatique. Ça veut dire qu'on avait toujours les orages du 14 juillet, du 15 août, qui nous permettaient d'assurer une certaine production. Alors si on n'avait pas eu le gel ou si on n'avait pas eu la grêle avant, évidemment, mais on avait ces orages-là. Aujourd'hui, on peut avoir des périodes longues de sécheresse, on peut avoir des périodes courtes mais intenses de grosses chaleurs qu'on appelle les coups de chalumeau, qui ont un impact sur nos raisins et qui ont un impact évidemment sur la qualité des raisins, sur la qualité aussi de la vendange et évidemment
sur le volume de production que l'on peut avoir et donc un impact économique très fort dans nos entreprises, un impact aussi par rapport aux collaborateurs et nous-mêmes quand nous travaillons dans nos exploitations agricoles comme moi, un impact sur les durées de travail, comment on gère le gros coup de chaleur, quand à 10 heures il fait déjà 35 degrés, comment on gère la mission qu'on doit avoir de récolter, la mission d'accompagner, et évidemment ça impacte beaucoup nos salariés agricoles. Donc l'ambition, si j'ai pris mon cas personnel, c'est pour vous montrer que ça peut être aussi dans l'arboriculture, ça peut être évidemment dans l'élevage et tous les sujets sanitaires qu'il peut y avoir derrière, et de forte chaleur aussi sur les animaux. Donc notre ambition évidemment c'est de ne pas subir, c'est d'essayer de voir comment on peut anticiper cette problématique du changement et de l'évolution climatique. Que devons-nous mettre en œuvre pour accompagner des compétences nouvelles et d'anticipation de ces problématiques-là? Comment nous pouvons aussi investir sur les exploitations agricoles? Comment le numérique peut aussi nous aider à ces évolutions-là? En tout cas, on a un vrai enjeu pour notre secteur d'activité. Et là aussi, même si un certain nombre de rapports montrent que c'est la vallée du Rhône, le pourtour méditerranéen qui sera le plus touché, toutes les régions de France, métropoles, mais aussi départements d'outre-mer, sont concernés par l'évolution et le changement climatique. Et donc, on a besoin d'avoir cette vision, j'ai envie de dire, 360 degrés. En tout cas, moi, je voulais ici remercier les cabinets Cadra et Ceresco avec qui on a des relations quasi mensuelles, en tout cas en tant que CPNE. Pas plus loin, non. Mais en tout cas, on ira au bout de notre rapport et des échanges que l'on a et surtout sur la chose. Je voudrais aussi remercier concrètement Ocapiat et Jérôme Lachaud, ça en sera le grand témoin, et Béatrice Dingli pour Vivea, parce qu'en fait, la formation, on a deux organismes qui accompagnent la formation. Ça fait partie des priorités politiques des deux organisations, que ce soit d'Ocapiat et de Vivea. Et sans ces accompagnements financiers, on n'aurait pas non plus la capacité de pouvoir mettre en œuvre cette évolution auprès de nos salariés en exploitation agricole. En tout cas, merci à tous d'être présents, merci aux témoignages et j'espère que de cette journée, on pourra en faire des journées constructives d'évolution et d'accompagnement pour notre secteur. Merci en tout cas. Merci Président. Vaste sujet, on l'a bien compris en vous écoutant, un chantier qui est, j'allais dire, presque sans fin. Il va falloir toujours se le réadapter. Vous aurez du travail encore un petit peu, parce que là, vous allez avoir une étude, mais voilà, c'est un bouleversement un petit peu de notre environnement. Dominique Boucherel, voilà, quelques mots aussi de votre part. Oui, donc en tant que représentant salarié, c'est quand même une étude qu'on avait sollicitée justement pour voir au niveau de l'impact et d'évolution du climat, parce qu'on voit toute la complexité qu'on peut avoir aujourd'hui, et on l'a pu le voir entre autres lors de l'été 2022, où on a eu plusieurs périodes de canicule, et ça impacte aussi fortement l'élevage. Et qui dit élevage, c'est dit les salariés, les actifs qui sont derrière, et on doit adapter nos amplitudes horaires, notre travail, faire en fonction aussi des outils qu'on peut avoir. Donc il y a certainement des choses à améliorer. C'est justement à travers cette étude, ça a permis de mettre en avant toutes les évolutions possibles qu'il peut y avoir. La gestion de l'eau, c'est sûr que maintenant on n'a pas forcément de l'irrigation par aspersion, on va aller sur la gestion de l'eau qui va être beaucoup plus précise, donc des interventions beaucoup plus techniques, des plages horaires qui vont être différentes aussi, parce que suivant le climat, comme le disait Jérôme tout à l'heure, on ne va pas faire travailler des salariés en pleine canicule. Si on peut les faire travailler un peu plus tôt ou plus tard, après, il faut s'adapter parce qu'on a aussi des réglementations et donc agir en conséquence. Donc, en tous les cas, nous, on se joint aussi et on remercie le cabinet Ceresco par rapport au travail qui a été fait et qui est encore à mettre en avant et à continuer. Et en tous les cas, tout le travail qui a été mis en avant avec aussi une consultation au niveau régional. Et on a pu justement chacun témoigner et faire remonter un petit peu toutes les problématiques qu'on pouvait avoir sur le terrain. En tous les cas, merci à vous, puis merci à toutes les personnes qui sont là pour la présentation qui sera faite par le cabinet Ceresco. Merci. Merci à tous les deux pour ces quelques mots de bienvenue. J'insiste vraiment parce que c'est un sujet très important qui nous concerne tous.
Donc n'hésitez pas à réagir à tout moment. S'il y a une question qui vous paraît pertinente, ils sont là parce qu'ils ont travaillé, que ce soit Bertrand, que ce soit Cécile et Alice, sur ce sujet. Vous allez avoir une étude importante que vous allez pouvoir découvrir. Voilà. Et si vous avez envie de les interroger, ne vous gênez pas. On est bien d'accord ? Moi, je fais mon petit jeu là. Bon. On y va avec vous ? On commence. Merci Fabrice. Alors, donc Bertrand Houdin, je suis président donc, de l'entreprise Ceresco, donc cabinet d'études sur la partie agricole agroalimentaire, et accompagné de Cécile, ma collègue, qui a travaillé sur cette étude longuement, et Alice du cabinet Quadra Études, qui est, elle, sur la partie compétences formation. Elle nous éclairera tout à l'heure sur ces sujets. Donc, je remercie Dominique et Jérôme. Ils ont pratiquement tout dit, donc on ne va pas dire grand-chose finalement. On va préciser certaines choses. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un sujet qui touche tout le monde, le changement climatique. Et il a fallu le relier aux compétences. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Donc, vous verrez comment on s'y est pris. Une démarche, pas scientifique, mais en tout cas, on a essayé de catégoriser et de plus cibler effectivement les besoins en compétences par rapport à ça. Et juste par rapport à votre demande sur les questions, donc moi... On sera autorisé à avoir aussi des jokers parce qu'on ne peut pas tout savoir. Je comprends. Merci Fabrice. Donc soyez clément avec nous. On est sur un sujet d'une complexité assez dingue. On en apprend tous les jours pour travailler sur le sujet. Donc là, on va vous présenter très rapidement les résultats de l'étude. Donc, et on le voit avec l'évolution. On voit la pluie qui arrive plus que d'habitude. On voit la chaleur qui arrive plus que d'habitude. C'est très bouleversant dans notre environnement en tout cas. Ça marche. Oui, comme dit Bertrand, c'est l'objet de cette présentation, c'est pas de vous présenter exhaustivement tout le contenu de l'étude, mais plutôt de prendre quelques exemples pour un peu parlants. Du coup, on parle de changement climatique et la première question, c'est de savoir en quoi il impacte l'agriculture. Donc, le premier sujet, c'est que l'agriculture, elle est directement touchée par les changements climatiques. Donc, nous, on a fait le travail de les classer par catégorie. Parce qu'on aime bien classer les choses. Mais donc, on retrouve différents types de changements ou de dérèglements climatiques que vous connaissez tous. Un gros volet sur la température, l'augmentation des températures, un enjeu sur la baisse de la disponibilité de l'eau, l'enjeu des aléas climatiques dont parlait un petit peu Jérôme tout à l'heure. Pardon, l'écran est un peu flash de près. Et enfin, un dernier facteur qui n'est pas directement un changement climatique, mais qu'on trouvait important d'identifier en tant que tel, c'était ce qu'on a appelé le risque de maladie, pour simplifier, qui en fait découle un petit peu de tous ces changements climatiques. On se rend compte qu'il y a plutôt un dérèglement sur ce plan-là, une incertitude très, très accrue. On a beaucoup plus de mal à anticiper les maladies et à prévoir quel type de pathogènes pourront se développer, exploser ou disparaître. Donc tous ces changements ont un impact sur les différents systèmes de production agricole, sur toutes les filières, comme disait Jérôme tout à l'heure. On vous en a mis quelques exemples ici pour un petit peu illustrer chacun de ces facteurs. Donc on parle notamment en lien avec la température, l'augmentation des températures. On a une perturbation des cycles de production qui concerne à la fois les productions, le cycle des végétaux, avec une accélération des cycles, des dates de récolte qui interviennent plus tôt dans l'année, des perturbations de tout le cycle, mais aussi le cycle des animaux, ce qui est un petit peu moins perceptible au départ pour des non-initiés. Mais qui est quand même très important. Les chaleurs ont un impact sur les cycles de reproduction, les cycles de production du lait, etc. Donc c'est important d'en prendre compte. Ensuite, un deuxième exemple assez parlant, qui est du coup lié plutôt à notre deuxième facteur, c'est la question de l'eau. On a des importantes périodes de sécheresse, donc ce qu'on parle nous de stress hydrique en agronomie. Et encore une fois, ça touche les cultures végétales et les cultures végétales destinées aux animaux. En fait, ça pose des vraies questions sur l'approvisionnement en fourrage pour les animaux d'élevage. Et donc, on aura des témoins qui vont nous parler de cette question d'adaptation du pâturage pour alimenter les animaux. Parce qu'on se rend compte, vous voyez sur la photo, là, c'est un truc, quelque chose qu'on a extrait d'un reportage télé, où des éleveurs se retrouvent avec
des prairies complètement à sec au tout début de l'été et plus de ressources pour alimenter leurs animaux. Donc ça va induire vraiment des gros changements de système. Et ensuite, sur nos 2 derniers grands changements, on vous a mis 2 exemples. Un qui concerne la viticulture, alors qui n'est pas direct, des aléas climatiques, il peut s'agir de grêle, d'inondations, etc. Celui dont on entend souvent parler, c'est le gel, donc ce qu'on appelle le gel tardif, qui arrive à un moment du cycle du végétal qui cause beaucoup plus de dégâts parce que le cycle est décalé et donc les dégâts sont plus importants que ce qu'ils l'ont été par le passé. Et enfin, sur les pathogènes et les maladies, là c'est beaucoup plus flou, on ne peut pas anticiper précisément que tel type de champignon va se développer très vite et va exploser. Mais par contre, on est exposé à des risques qui sont beaucoup plus incertains et beaucoup plus imprévisibles, et donc qui vont demander une grande capacité d'adaptabilité en fait sur les exploitations. Donc voilà un petit peu les grands impacts sur nos systèmes agricoles. Et le deuxième, donc c'est une première dynamique, et la deuxième dynamique qui touche le système, les filières agricoles, c'est aussi que le secteur agricole émet des gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique. Pour vous donner des tout petits ordres de grandeur, les 3 principaux gaz à effet de serre qu'on retrouve en agriculture et qui ont un fort impact, ce sont le méthane, le protoxyde d'azote, N2O, et le CO2. Et donc on a mis un petit peu, on a repris une infographie qui est du ministère, mais qui était assez parlante pour traduire la part de chaque gaz dans l'impact, dans le changement climatique. En fait, c'est pas forcément, c'est lié à la fois à la quantité de gaz qui sont émis par les différents systèmes agricoles et aussi à leur pouvoir réchauffant. C'est-à-dire que le méthane a un pouvoir réchauffant beaucoup plus important que le CO2, et le protoxyde d'azote, lui, encore plus important que celui du CO2 et du CH4, qui font que leur effet global, proportionnellement à leur pouvoir réchauffant, est très important. Et donc, dans l'optique de réduire ces émissions de gaz à effet de serre, ça va jouer sur le méthane plutôt sur la partie élevage, puisque le méthane est issu de la fermentation entérique des ruminants, donc de leur système digestif. Donc, ce sera le principal volet sur lequel il y aurait des changements de pratique, et la gestion des effluents. Sur le protoxyde d'azote, les émissions proviennent plutôt de l'usage des engrais azotés et aussi des engrais organiques, des effluents d'élevage. Donc c'est surtout sur cette partie-là que les pratiques seront amenées à évoluer. Et enfin, les émissions de dioxyde de carbone, celles-ci, elles sont plus facilement perceptibles par tout le monde. C'est l'utilisation des tracteurs, des engins agricoles, de toute la consommation d'énergie fossile. Oui. Ouais, j'avais une question par rapport au public. Ouais. Est-ce que déjà il y a une question par rapport si vous avez des questions techniques, vous avez vu, c'est plutôt Cécile, pas moi. Mais j'ai aussi une question par rapport au public, puisque là, on va vous demander, effectivement, on s'est dit, le climat, c'est quoi? On voit les impacts, mais vous avez vu qu'il y a 2 champs. Il y a l'aspect adaptation et l'aspect émission. Donc, je voulais savoir, au sein du public, est-ce que vous faites la différence entre adaptation et atténuation? Est-ce que vous savez la différence? Qui sait la différence? Alors, je ne vais pas m'adresser devant parce que il y a le cœur du sujet. Donc, c'est pas. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Je vous offre un petit café pour vous réveiller? Non, personne? Vous voyez pas la différence entre les deux? Soyez pas timide, on est entre nous. Je ne vois pas la différence, non. Alors, c'est peut-être bien maintenant d'en reparler à nouveau. Excusez-moi, on va vous mettre une couche supplémentaire. Oui, mais là, ils sont témoins, donc ils le savent, ils ont les réponses. C'est pas le but, là, sur le coup. Cécile? Oui, effectivement, en lien avec les 2 grandes dynamiques qu'on vous a décrites tout à l'heure, l'adaptation, donc tout ce qui est les stratégies d'adaptation, c'est toutes les actions que les agriculteurs vont mettre en œuvre pour limiter les impacts négatifs de tous les changements climatiques qu'on vous a décrits tout à l'heure. Et donc, ils vont essayer de s'adapter à ces nouvelles conditions, donc de un peu décaler les cycles de culture, d'irriguer. Excusez-moi, je vous coupe aussi, je me permets, c'est bien beau. Le territoire français est assez grand. Oui. Comment vous allez communiquer? Ce cahier des charges, il va évoluer comment pour que justement nos agriculteurs puissent répondre justement à ces problèmes de climat?
Mais c'est tout l'enjeu de notre deuxième partie. Oui, d'accord. J'ai pris de l'avance. alors. À écouter. Mais non, mais c'est exactement l'enjeu de l'étude, c'est d'identifier toutes les grandes pratiques qui vont évoluer pour savoir quels besoins en compétences et en formation en fait ça va générer dans les exploitations, que ce soit du côté des exploitants et du côté des salariés. Ils vont pas faire leur travail de la même façon et donc il y a plein d'accompagnements qui peuvent être apportés et notamment une grande partie par la formation pour voilà, les éclairer sur ces nouvelles pratiques. Président, quand même pas quelques mots supplémentaires. Non, mais je voulais juste dire qu'on n'est pas là pour faire le procès de l'intention de l'agriculture, de l'impact qu'elle peut avoir sur l'évolution climatique. Je vais prendre 2 exemples. L'adaptation, c'est comment on fait en sorte de mettre des cultures qui permettent de répondre aux enjeux climatiques et surtout pour pouvoir donner à manger aux animaux. L'adaptation, c'est acheter des filets paragrèles. L'adaptation, c'est de créer des lacs collinaires ou des retenues collinaires qui permettent de pouvoir irriguer, etc. Ça, c'est l'adaptation. L'atténuation, c'est d'essayer de réfléchir comment, dans nos entreprises agricoles, on peut utiliser le moins d'intrants possible, les rationaliser et leur donner un impact positif économique pour l'entreprise que l'on représente. Et c'est bien dans ce schéma-là. On n'est pas là en train de dire on fait trop de gaz à effet de serre, etc. C'est comment moi je m'adapte par rapport aux enjeux. Voilà. Il n'y a pas de procédé d'intention, c'est justement qu'on doit travailler sur les 2 volets d'adaptation. Et sur la mise en place, ce ne sera pas le cabinet ni Ceresco ni Quadra qui va pouvoir nous accompagner. Par contre, on a des instituts techniques qui sont présents dans chaque filière et dans chaque territoire. On a d'État ou professionnels. On peut avoir l'INRAE, mais on peut avoir aussi évidemment les instituts de techniques professionnels spécialisés. Dans ma filière, moi j'ai l'institut technique viticole qui est capable, basé un peu dans tous les territoires, à Montpellier plus particulièrement, qui est capable de nous accompagner, nous de dire il faut planter tel cépage parce qu'il sera plus résistant à la sécheresse, plus résistant à la maladie, plus résistant, etc. Donc il y a un vrai enjeu d'amener tout le monde. Et donc ce rapport doit venir compléter le travail aussi des instituts techniques. Voilà. C'est vraiment la prise de conscience de chacun des enjeux. Voilà. C'est ce que je voulais un peu dire. Ah, et puis c'était bien précisé donc, par rapport à l'adaptation et l'intention, l'atténuation en tout cas. Voilà. Mais ces 2 volets importants, on est bien d'accord là-dessus. Et il y a des stratégies, puisque maintenant on va parler un petit peu stratégie, on va rentrer dans le cœur du sujet pour justement trouver des solutions. Oui. Donc pour tous ceux pour qui la distinction entre les 2 notions n'était pas très claire, on vous a mis des petits exemples qui encore une fois ne sont pas exhaustifs, mais qui permettent mieux de comprendre de quoi on parle quand on parle d'adaptation ou d'atténuation. Et parfois d'ailleurs, les stratégies peuvent relever à la fois de l'adaptation et de l'atténuation. Voilà, pour la clarté de la présentation, on les a séparés, mais c'est plus subtil que ça. Je ne vais pas détailler tous les exemples, mais ceux qui sont assez parlants et qui peuvent aussi nous permettre d'illustrer le concept d'adaptation, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que l'adaptation, c'était comment limiter les dégâts, entre guillemets, du changement climatique sur son système. Ça peut aussi, on peut le voir d'un autre angle en disant que ça peut consister à saisir l'opportunité du changement climatique, entre guillemets, pour adapter son système. Et donc, quand je parle de ça, on voit notamment qu'on peut anticiper, et qui sont déjà d'ailleurs un petit peu en cours dès maintenant, des déplacements des bassins de production. Donc, c'est-à-dire qu'on vous a mis une illustration d'agrumes. Aujourd'hui, on fait des agrumes dans des toutes petites zones de France, plutôt au super sud et dans le bassin méditerranéen. Et l'idée de cette adaptation des bassins de production, c'est qu'en fait, on va pouvoir se mettre... on vous a mis des petits exemples, peut-être que tu peux faire aller-retour. Ouais. On vous a mis des petits exemples d'articles déjà. Dans les Pyrénées orientales, on se pose la question de cultiver des pistachiers autour d'Agen. Peut-être que ce sera bientôt l'abricot qui sera plus adapté que les pruniers. Donc on parlera plus d'abricots d'Agen que de pruneaux d'Agen. Donc ça, c'est des façons très concrètes c'est des changements déjà en cours qu'on observe dans les adaptations. Si tu reviens juste sur celle d'avant. Ça, c'est des changements assez globaux. Ensuite, on a des changements peut-être un peu plus techniques. Pour s'adapter au manque d'eau, on doit
on doit mettre en place des nouveaux systèmes d'irrigation et donc apprendre à s'en servir, à les installer. On met en place des systèmes de protection contre la grêle, contre les insectes aussi parfois. Et donc, en fait, toutes ces nouvelles pratiques induisent des changements dans la façon de travailler au quotidien des exploitants et de leurs salariés. Et donc, c'est vraiment à ça qu'on s'est intéressé par la suite. L'irrigation, vous en parlez, mais forcément, il pleut un peu plus dans le nord, dans l'est que dans le sud. Est-ce qu'on ne peut pas faire des alliances? Parce que voilà, on peut récupérer de l'eau ailleurs que dans sa partie. Est-ce que c'est réalisable pour demain aussi, pour avancer? Peut-être Bertrand, sur ce coup. Alors, sur l'aspect hydrique, c'est extrêmement complexe. Déjà, en fait, on sait normalement la quantité d'eau qui va tomber sera à peu près la même, mais on ne sait pas quand ni où. Donc, effectivement, dire qu'on va mettre des infrastructures pour relier, ça coûte très très cher. Et par contre, il y a un truc qu'on sait, c'est que comme le climat, il y a un réchauffement, les plantes transpirent plus. Un peu comme moi aujourd'hui avec le stress, mais les plantes transpirent plus, donc elles vont consommer plus d'eau. Donc, soit effectivement, des stratégies, on va diminuer la biomasse, on va diminuer peut-être les rendements pour que ça consomme moins d'eau, soit on va mettre des systèmes, effectivement, pour que la plante puisse simplement assurer des rendements corrects. Donc, c'est l'irrigation qui peut sauver certaines cultures. Donc, après, mettre en place effectivement des grands systèmes d'irrigation, il y avait à un moment donné les gens de Barcelone qui voulaient mettre un pipeline d'eau potable de la Méditerranée française jusqu'à Barcelone, sur des problèmes de sécheresse qui commencent à devenir critiques. Ça coûte trop cher et quelquefois c'est une hérésie en termes économiques et en termes écologiques. Merci pour ces précisions. On continue avec vous, Cécile, pour découvrir un petit peu justement ces améliorations qu'on peut imaginer. Tout à fait. On n'a pas trop... les stratégies d'adaptation, les stratégies d'atténuation, elles impliquent aussi pas mal de changements de pratiques. On vous a remis notamment des exemples parce qu'on parle d'atténuation du changement climatique et de faire en sorte de limiter les émissions de gaz à effet de serre, etc. L'agriculture participe aussi à stocker du carbone. Et donc, sur ces deux volets, à la fois la baisse des émissions et le stockage de carbone, il y a pas mal de pratiques et de systèmes qui peuvent être adaptés pour les mettre en œuvre. Du coup, notre objectif, après avoir défini un petit peu tous ces concepts de changement climatique et illustré tous les impacts que ça peut avoir sur les pratiques, nous, on s'est vraiment intéressé plutôt à ce volet-là, qui était comment les métiers et les compétences des exploitants et salariés vont évoluer. Et on a identifié des changements qui relevaient de plusieurs ordres. On identifiait des besoins en compétences qui concernent des savoirs agronomiques et des sciences du vivant. Et donc ça, on vous mettait un petit exemple, c'est d'être capable de comprendre son système, le vivant, les cycles biologiques des cultures ou des animaux qu'on produit, pour pouvoir l'adapter directement, nous, au sein de notre exploitation, à tous les changements auxquels ils sont confrontés. Et donc, très concrètement, ça peut être, là, je me mets à faire de l'abricot, il faut que j'apprenne à cultiver de l'abricot, que je comprenne quelles sont les maladies de l'abricot, comment on lutte contre certains de ces ravageurs, etc. Donc, c'est un savoir un peu agronomique et du vivant, parce que ça concerne aussi les animaux, de fond. Ensuite, on identifie un deuxième volet de compétences qui relevait plutôt de l'aspect technique et technologique. On a parlé de beaucoup de petits systèmes de protection, des systèmes d'irrigation. Donc ça, c'est des choses très techniques, voire même des systèmes de pilotage, de surveillance des cultures qui peuvent être très technologiques et qui demandent de maîtriser de nouvelles compétences plutôt de cet ordre-là. On vous a mis un autre exemple ici, ça relève pas forcément d'équipement technologique, ce volet de compétences. C'est par exemple quand je suis viticulteur, il est parti, je peux adapter les méthodes de taille pour protéger mes raisins, parce que tout à l'heure, par exemple, Jérôme nous disait qu'il y avait des fois des coups de chaud où les raisins grillaient. Et donc, en développant la couverture foliaire, on peut se prémunir de ces effets-là. Donc, il y a un certain nombre de compétences techniques qui seront super importantes à acquérir. Et enfin, un dernier volet qui sont plus transversales, mais qui sont des compétences de gestion et qui touchent plutôt les décideurs, donc que ce soit des exploitants ou des salariés un peu chefs d'équipe, chefs de culture.
puisqu'on a vu que tous ces changements allaient beaucoup impacter les calendriers et l'organisation de la production au cours de l'année. Et en fait, il faudrait être capable d'être en constante adaptation d'être très adaptable en tout cas à tous ces changements de calendrier et de gérer son exploitation un peu en temps réel. Donc, il y a pas mal de compétences qui seront mobilisées sur ce plan-là. Juste pour préciser, parce que la mutation, on la sent bien arriver, mais il va falloir aussi la formation. Tous nos éleveurs vont peut-être pas avoir comme ça le déclic, il va falloir les aider, il va falloir collaborer à demain, hein, Bertrand. Oui, c'est ce qu'on va voir après. Mais juste, effectivement, comme vous le dites, on a vraiment des impacts très différents. Donc, on ne va pas du tout étudier les fiches, mais c'est juste pour vous montrer. Effectivement, ça touche tout le monde. Mais nous, ce qu'on voulait mettre en avant dans cette étude, c'est quoi les priorités. Donc, c'est ce qu'on a fait dans ces fiches. Vous voyez, des diversifications de l'assolement, de la protection contre les aléas. On a vu ce gel tardif, il est arrivé, je crois que c'était en 2021. Boum. Et du coup, Ocapia, je crois, a lancé une série de formations sur comment on va mettre en place des équipements sur ce gel tardif. Il faut être très, très adaptable et très rapide par rapport à ça. Et juste pour redire, on voit qu'il y a quand même 3 thématiques. Alors, la ressource en eau, c'est très médiatique, mais c'est vrai que sans eau, les plantes ne se développent pas. Les animaux ont besoin de boire. Donc, il y a vraiment un champ de compétences à avoir, y compris pour les salariés. Hein. Qu'est-ce que je fais aussi en période de grande canicule ? Il n'y a pas que le fait de décaler les horaires de travail. Comment je vais prendre soin des animaux dans ces cas-là ? L'aspect protection des aléas, on l'a dit, hein, il y a l'aspect grêle, canicule, sécheresse, le gel tardif. Et puis en transversal, on voit bien que les systèmes évoluent, ça devient plus complexe. La nature aussi commence à évoluer, donc comment j'arrive à mieux avoir des compétences sur le vivant. Normalement, vous l'avez tous les exploitants l'ont, mais on voit qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer, et donc il faut améliorer et réactualiser ses compétences. Voilà, donc on le voit, compétences agronomiques, des compétences techniques, et la formation pour ça, c'est un levier. Alors effectivement, la difficulté, c'est d'aller envoyer les personnes en formation. Il faut en avoir le besoin, mais il faut aussi que les formations soient attrayantes. Donc là, on va avoir des exemples. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'aller plutôt vers ces éleveurs, ces agriculteurs, plutôt que eux de faire la démarche de venir ? Parce qu'ils ont quand même pas mal de boulot, on peut le dire. C'est ce qu'on va voir après dans les priorités qu'on s'est données. Ouais. C'est la 3e priorité, c'est de communiquer, parce que le problème, c'est qu'il y a une offre de formation qui existe. Donc, Ocapia fait son boulot. Les éleveurs, ils ont des besoins, mais ça ne se rencontre pas forcément. Et c'est complexe. Je ne sais pas si vous êtes salarié, vous, dans votre entreprise, mais vous n'avez pas forcément l'idée du catalogue de formation existe, et vous ne savez pas comment prioriser non plus. Donc ça, c'est les enjeux de la 2e partie, mais je crois qu'il y a là concrètement des éleveurs. On va aller sur le terrain, voilà. Hein, si vous permettez, avec 2 témoignages. Sylvain Tola, qui est éleveur, et Philippe Sulpice, formateur. Venez nous rejoindre, messieurs. On peut vous applaudir aussi. On va vous écouter avec beaucoup d'attention, bien évidemment, par rapport justement à ces enjeux climatiques. Justement, on va commencer avec vous, Philippe, permettez. On va parler un petit peu de votre exploitation. Comment travaillez-vous ? Et vous avez vu, après cette étude, les enjeux qui sont importants, surtout, entre autres, pour vous, hein. C'est Sylvain. Alors, on commence avec Sylvain. Écoutez, on va dérouler le... Sylvain, donc justement, déjà présentez-vous un petit peu, quelques mots sur vous, et on parlera justement de ces enjeux ensuite. Donc Sylvain, éleveur laitier et allaitant dans la Loire, en vaches laitières et vaches allaitantes. Et on a une particularité sur la ferme, c'est qu'on est engagé dans une démarche de laine non OGM, qu'il faut que nos animaux pâturent. On le pratiquait déjà, mais le fait d'être engagé dans la démarche nous a fait... on a accéléré le pâturage de nos vaches laitières, notamment, et pour pouvoir mieux gérer notre pâturage sur l'exploitation par nos animaux. Alors au quotidien, parce que vous le voyez, on a fait cette étude sur les changements climatiques, vous imaginez comment vous travaillez sur votre exploitation ? On est en permanence, on s'adapte au changement du climat. Et les pratiques qu'on avait sur nos exploitations il y a une dizaine d'années, au fil des années, on l'a fait évoluer pour l'adapter par rapport au changement climatique. Alors, justement, l'adaptation, faites comment ? Faites des formations ? Comment vous, voilà, ça se passe pour vous ? Ça a commencé par une formation qu'on a fait en 2015 sur le changement climatique pour adapter nos prairies avec l'évolution avec le changement du climat.
Et à partir de cette formation-là, donc c'était organisé par la FEVEX et un animateur de la Chambre d'agriculture de la Drôme qui est spécialisé dans le pâturage et dans le changement climatique. Et donc à partir de là, on est parti d'un mélange qui marchait bien sur notre exploitation et qu'on avait fait évoluer en rajoutant certaines espèces pour l'adapter au changement climatique. Ouais. Les formations aujourd'hui, vous êtes prêts aussi à les suivre, à continuer, parce qu'on l'a bien vu, l'évolution elle est permanente. C'est du non-stop. C'est du non-stop et on a attaqué en 2015 et on est en 2024 et je continue toujours la formation en fait. Quelques exemples chez vous, comment ça se passe? Les exemples, c'est qu'on fait des mesures herbomètres très régulières sur l'exploitation. Voilà, vous avez une petite illustration. Donc c'est un plateau qu'on pose dans l'herbe qui nous permet de mesurer la hauteur d'herbe présente sur nos parcelles. Et on mesure toutes les parcelles qui sont destinées à nos animaux et à partir de ça, ça nous permet de calculer un stock d'herbe disponible pour nos animaux et donc prendre la décision de les mettre en pâture ou de diminuer la ration hivernale pour qu'elles puissent consommer tout cet aliment disponible. On va alterner un petit peu tous les deux, avec vous également, Philippe. Déjà, présentez-vous aussi, parce qu'on ne vous connaît pas beaucoup encore. Philippe Sulpice, je suis animateur d'une structure qui s'appelle la FEVEC, qui rassemble des éleveurs et des vaisseaux. Si vous parlez, des éleveurs et des vaisseaux qui ont une façon un peu particulière de travailler. Ils travaillent en contrat global, sans paiement à l'acte. Donc c'est on va dire que c'est une sorte de mutuelle santé, on va dire pour les vaches, les moutons et les chèvres. Et on est organisme de formation. Et en fait, toute cette histoire vient d'une demande de Vivea qui nous avait incité à travailler un peu de façon expérimentale sur le changement climatique en 2016, je crois, ou 2015. Et en fait, on a rapidement vu que pour les éleveurs, qui étaient notre cœur de cible, les éleveurs, ils avaient envie de travailler le pâturage pour les deux aspects qu'on a évoqués tout à l'heure. D'une part, il faut s'adapter, mais on va voir sur les chiffres de Sylvain comment ils se sont adaptés sur sa ferme. Et puis, on a bien vu que la prairie, c'est pour la non-contribution au gaz à effet de serre, c'est important. Moi, je dis souvent, la prairie, c'est bon pour la planète, c'est bon pour les vaches et c'est bon pour le porte-monnaie. Donc, en fait, c'était très performant, c'était agroécologie. Enfin, on cochait quasi toutes les cases, quoi. Et de fil en aiguille, on a eu un premier groupe pâturage, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Et de ces groupes pâturage, il y a même des éleveurs, dont fait partie Sylvain, qui se sont mis en GI2E. Et donc, on a un GI2E qui s'appelle pâturage aux petits soins. Alors, je mets entre guillemets qui est un peu le laboratoire, c'est-à-dire c'est dans ce GI2E que des fermes qui veulent aller plus loin tentent des initiatives. Sylvain peut encore dire, il a des innovations qui sont sous le coude. Là, d'ici quelques mois, il y a une nouvelle innovation qui va atterrir sur sa ferme, il en parlera. Voilà, donc on a maintenant tout un dispositif à la fois de groupes locaux en formation. Et c'est vrai que je le redis pour Vivea, en fait, pour arriver à des changements comme sur cette ferme, en fait, ce n'est pas qu'une formation. Nos formations, elles font 25 heures, elles font 3 demi-journées, plus une journée de bilan. Et entre alors là, je parle technique pour ceux qui maîtrisent la formation, mais on fait aussi de la formation distancielle pour justement, quand l'éleveur a fait ses mesures, qu'il a des prises de décision, il peut interagir avec les formateurs. Voilà. C'est ce suivi. Alors, justement, Sylvain, on va vous retrouver pour parler un petit peu justement de cette conduite que vous allez nous présenter. Voilà, vous adaptez, c'est important aussi de s'adapter à ce qui se passe aujourd'hui. Oui, c'est important et par nos pratiques, c'est ce qui nous permet de nous adapter aux changements. Et parmi ces changements, donc nous, on a utilisé une application, Apigras, et avec lequel où j'enregistre toutes les mesures que je fais sur mes parcelles. Et après, à partir de ça, ça me permet de prendre mes décisions. Tiens, on peut la montrer peut-être en même temps, cette application qui s'appelle, répétez-nous. Apigras. Apigras, voilà. Qu'est-ce qu'on y trouve alors dessus? Philippe ou Sylvain, du coup, je ne sais pas. Voilà, voilà. Ça, c'est l'exemple de l'application Apigras sur mon exploitation. Donc, en haut, ça représente les mois de l'année. Sur la gauche, c'est les parcelles de mon exploitation. Et après, chaque colonne représente un jour de l'année, en fait. Et donc, on peut voir, par exemple, la première parcelle, elles ont été ici. Et on voit tous les cycles de pâture au cours de l'année. Et on arrive à voir toutes les parcelles que les animaux ont pâturées durant l'année.
Et à partir de ça, donc tous les jours au quotidien, j'enregistre où vont mes animaux, dans quelle parcelle, et s'ils ont une complémentation en bâtiment, quelle complémentation ils ont. Et à partir de ça, quand on fait notre réunion de bilan en fin d'année, donc là, c'est l'évolution de la ration de mes vaches laitières au fil de l'année. Donc là, c'est toute la période hivernale. Là, c'est le début du pâturage et on voit qu'il augmente progressivement jusqu'au maximum qu'on peut arriver au mois de juillet. Et après, il rediminue au fil de l'année. Donc, chaque couleur représente soit du pâturage, soit des fourrages conservés. Et nous, le but, c'est d'essayer de faire pâturer nos animaux au maximum dans l'année. Et d'équilibrer, parce que là, vous pouvez équilibrer selon les mois, même voir les jours presque, j'allais dire. Oui, voilà. Ça, c'est important. L'évolution de l'alimentation. Alors, autre tableau peut-être qu'on va découvrir avec vous en même temps. Oui. L'important ici, c'est dans un système, parce qu'en fait, ça pourrait faire rire des Bretons ou des gens de Pays de Loire, mais dans un système, on a une région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est à la fois une région continentale, mais sous influence méditerranéenne, donc confrontée au changement climatique. Faire manger déjà 2 tonnes 31 de matière sèche par des vaches, on est pratiquement à 40% de ce qu'elles mangent dans l'année. Compte tenu qu'il y a un creux hivernal et un creux estival, c'est déjà... alors, on a quelques élevages qui vont plus haut, mais c'est déjà un chiffre intéressant. Et c'est adapté aux régions aussi, puisqu'on l'adapte forcément à son exploitation. On est bien d'accord là-dessus. Je ne suis pas encore à l'envers. Oui, alors, c'est peut-être toi qui dis ce tableau, non, Sylvain? Ou n'importe, Philippe, allez-y. Donc, par exemple, ça, c'est l'évolution depuis 2019 sur notre exploitation, donc qui représente le nombre d'animaux qu'on avait en production, la production laitière, la pluviométrie sur notre exploitation. Comme ça peut être dit tout à l'heure, la pluviométrie à l'année, elle est à peu près tout le temps la même, sauf ce qui change avec le changement climatique, c'est la répartition sur l'année. On va avoir des mois où on peut avoir énormément d'eau et d'autres pas du tout pendant des très longues périodes. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à s'adapter sur nos exploitations. Donc après, c'est l'évolution des températures. La pluviométrie, c'est la pluviométrie sur mon exploitation parce que je fais des relevés. La température, c'est une station la plus proche de chez nous. Et avec le changement climatique et avec nos pratiques sur l'exploitation, on peut voir qu'à partir de 2019, en faisant nos mesures pour piloter notre pâturage des vaches, la date de mise à l'herbe fait que s'avancer. Et pour l'année 2024, du coup, on est sorti les animaux dès la fin janvier. Oui, la photo que vous avez vue tout à l'heure, ça devait être le jour de la mise à l'herbe des vaches. Et après, on a l'évolution de la quantité d'herbe pâturée par vache laitière au fil de l'année. L'évolution de la productivité sur nos parcelles qu'on a réussi à valoriser au pâturage par nos animaux. Le nombre de mesures qu'on a fait à l'herbomètre pour pouvoir piloter notre pâturage et pouvoir s'en adapter et prendre des décisions pour réagir au plus vite quand on a soit des périodes de forte pousse d'herbe pour très vite adapter le pâturage des animaux ou au contraire quand on a des grosses périodes de sec pour très vite prendre une décision pour essayer de prolonger le pâturage le plus longtemps possible. Et après, la dernière colonne, c'est par rapport au chargement, donc c'est le nombre d'animaux au maximum qu'on a mis pour valoriser toute l'herbe qui était disponible sur notre exploitation. Dites-moi, ça fait des changements, Ça fait quand même une grande évolution dans le monde agricole. On est bien d'accord quand même depuis quelques temps. C'est pour ça que vous êtes certainement tous, en tout cas, il va falloir être concernés. C'est le cas pour vous. Vous êtes arrivés à ces formations et vous allez, je pense, aussi vous former encore, parce que c'est cette évolution qui est dans nos métiers. Ça évolue en permanence et ce qu'on fera une année, l'année d'après, le temps peut être exactement pareil, mais il y aura quand même des changements et c'est en permanence qu'il faut arriver à s'adapter, en fait. Ce qui est important aussi, c'est que vous avez quand même une charge de travail qui se rajoute encore. Excusez-moi, mais quand on entend ce qui se passe dans l'actualité, on n'a plus beaucoup de temps et il faut être performant. Donc il faut quand même y penser à se former, on est bien d'accord. Trouver le temps en tout cas. Si on veut le trouver, le temps, si on a envie de le faire, on le trouve le temps après. Il suffit de s'en donner les moyens après. C'est le nerf de la guerre après. Voilà. Philippe, un petit mot quand même, parce que c'est vrai que sur ces formations et sur le travail que vous effectuez, c'est ça l'importance aussi de demain. Je voudrais associer Jean-Pierre Manteau à tout ce travail, parce que c'est l'expert qu'on a choisi il y a 7-8 ans. C'est avec lui qu'on continue de travailler. Comme il vient de la Drôme, ils avaient un temps d'avance, ils étaient déjà concernés par le changement climatique, et donc on bénéficie de... En fait,
chez Sylvain, il a mis en place ce qui était préconisé déjà dans le sud de Rhône-Alpes et il l'a mis progressivement en place. Il a fait évoluer ses mélanges, il a cloisonné, il a mis à l'herbe plus tôt. Je pense que quand... Je ne suis pas remonté plus haut, parce qu'on n'a que 5 ans d'outils, mais avant, on travaillait sous tableur. On a aussi, nous, évolué dans l'accompagnement. Je pense qu'au début, vous étiez en mars, pratiquement. Je pense qu'en 2016, la mise à l'herbe était le 10 mars. Maintenant, on est le 25 janvier. Donc, on voit que ça, c'est de l'adaptation. C'est-à-dire que tout n'est pas négatif. Enfin, il y a une phase, il y a des choses qui peuvent être, entre guillemets, positives. C'est que, par exemple, maintenant, il y a de la pousse hivernale à 450 mètres d'altitude. Et cette herbe, il faudra aller la chercher. Et donc, il faudra aller la chercher en s'organisant. Sylvain, il lâche très tôt parce que on dit l'herbe ne s'use que si on ne s'en sert pas. C'est-à-dire qu'il y avait de l'herbe bonne à manger le 25 janvier. Ceux qui disent qu'ils sont frileux, qui attendent, s'ils lâchent le 25 mars, cette herbe, elle a, un, perdu de la valeur, deux, les feuilles ont jauni, et ça devient même un élément contre-productif. On est en train de montrer là, avec ces chiffres, et pas que chez Sylvain, qu'en optimisant un certain nombre de pratiques, on fait mieux que résister au changement climatique. Pour le coup, dans la ferme de Sylvain et chez bien d'autres, la part de l'herbe a augmenté. Donc, malgré le changement climatique, en adoptant des mesures, alors la numéro 1, c'est la pâturage petite parcelle. Les animaux, ils restent une journée, des fois 2, au maximum 3, et ils bougent. Et ça, on redécouvre des phénomènes de biologie du sol et de pilotage de l'agronomie. C'est des choses qu'on ressort du livre d'André Voisin de 1960. Simplement, on l'actualise, on a mis des herbomètres, on a mis des smartphones, et en fait, nous, on a fait le choix des formations, on a voulu donner de l'autonomie aux éleveurs. On a acheté des herbomètres, on les a mis par canton ou par bloc de communes. Au début, on fournissait les tableurs, et après, on a incité les gens à prendre Apigrasс. Mais ils sont autonomes. C'est-à-dire que Sylvain, à la limite, il peut faire sans nous. Bon, en fait, comme on fait des formations sous groupe d'échange de pratiques, les agriculteurs, ils sont très heureux de se rencontrer et ils ont intérêt à confronter non seulement leurs chiffres, leurs ressentis, les pratiques qu'ils mettent en œuvre, ce qui leur permet d'innover. Et je trouve que le groupe a un caractère rassurant. Sylvain pourrait tout à fait le dire. On a un troisième outil. Il y a un groupe WhatsApp. Et en fait, les agriculteurs, ils échangent entre eux. Et nous, avec Jean-Pierre, on reste en recul. C'est-à-dire qu'on attend qu'un agriculteur réponde. S'il n'y a pas la réponse, on apporte une piste. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que quand il y a des nouveaux intrants, des nouveaux arrivants, des nouveaux agriculteurs qui entrent dans le groupe, en fait, il y a une solidarité forcément. Ouais, on a une anecdote, on fait une visite, on fait des visites bout de champ chez un agriculteur qui rentrait dans le groupe. On fait un tour d'herbomètre avec lui. Avec Jean-Pierre, on voyait qu'il y avait de l'herbe, mais on laisse dire les agriculteurs qui disent qu'il y a de l'herbe, il y a de l'herbe, il y a de l'herbe. Le lendemain, l'agriculteur, il faisait une photo. Il disait « Oh, mais c'est vendredi, demain c'est le week-end, je peux pas. » C'était le samedi matin, il nous faisait une photo, il avait lâché ses vaches. C'est-à-dire que la force du groupe de pères, qui n'ont pas été plus insistants que ça, mais ils lui ont dit « Bah oui, nous on voit qu'il y a de l'herbe, etc. » Ils ont été plus efficaces que nous, formateurs. Il faut toujours être très modeste en formation. On fait qu'aider les agriculteurs à se... Mais c'est la force de demain, on est bien d'accord. On termine avec ce témoignage avec vous, Sylvain. Ça sera ça demain, on n'a pas d'autre mot. Que ce soit par le biais de ce groupe, par la formation. Et voilà, c'est vraiment important pour l'avenir. Complètement, et c'est comme l'a dit Philippe, c'est les échanges qu'on peut avoir entre éleveurs qui sont constructifs et qui permettent à tout le monde d'avancer et d'avancer dans le bon sens, en fait. Et les pratiques que chacun peut avoir, ce que je fais chez moi ne marchera peut-être pas chez un autre éleveur, mais il faudra qu'il peut servir d'une partie de mes infos et l'adapter à son système. Exactement, l'adaptation. Merci beaucoup. Un petit mot pour terminer. Par exemple, sur mon exploitation, la prochaine adaptation, quand on voyait le pâturage des vaches laitières, sur le mois de juillet-août, on a plus suffisamment d'herbe à pâturer. Du coup, par exemple, sur l'année 2024, je vais implanter des betteraves fourragères pour les faire pâturer directement à mes animaux, pour essayer de combler ce trou sur la fin d'été et l'automne. Voilà, comme ça, on vous régule. Et ça, c'est parfait pour l'avenir aussi, on est d'accord. Merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage. Bertrand, Alice, je vais à nouveau vous laisser la parole parce qu'on va parler de préconisation. On peut les applaudir tous les deux. Bravo pour ce changement, cette évolution, et qui est importante. Alice, bonjour. Je ne l'ai pas salué encore. Donc, vous êtes chargée d'études à Quadra Études. Alors, pour être complet, on parle un petit peu de tous ces changements et on complète avec vous.
Tout à fait. Donc tout à l'heure, vous attendiez nos recommandations justement après cette période de constat. C'était quand même important de faire des constats et de bien présenter toutes les mutations avant vraiment de faire une conclusion. Avant vraiment d'arriver vraiment à ces préconisations, je voulais vous parler quand même d'Ocapia. Donc Ocapia, il s'occupe de financer la formation des salariés. En agriculture, en général, on en parle peu. Or, les salariés sont de plus en plus importants en agriculture. Donc, on reviendra dessus. Mais donc, du coup, c'était des besoins de formation, on a vu, agronomiques et techniques. D'abord, un besoin... Mais c'est quand même un besoin, on a vu, d'acculturation pour tous. Le changement climatique fait évoluer les pratiques. Donc, il y a vraiment un besoin de s'approprier ces changements. Par exemple, faire la différence entre adaptation, atténuation, voir tout ce qui peut changer, ce qui peut être amené à changer. Et ça concernera vraiment tout le monde, tous les salariés et tous les exploitants. Et d'ailleurs, au sens plus large aussi pour la population. Et de manière plus ciblée, donc des besoins de formation qui sont sur des fonctions de pilotage d'exploitation, donc qui prennent des décisions sur comment on va produire au sein de l'exploitation. Et ça concerne majoritairement pour l'instant les exploitants, mais ça concernera bientôt les salariés aussi, puisque on voit qu'il y a de plus en plus de salariés qui sont dans des fonctions de pilotage d'exploitation. Donc je vous le disais, de plus en plus de salariés en agriculture. Ils étaient 26% en 2020, les salariés. Ils représentent maintenant 38%. Donc ça veut dire que 4 personnes sur 10 dans l'agriculture sont salariés. Donc c'est vraiment une population sur laquelle il faut aussi travailler sur la formation. On a 255 000 salariés agricoles en 2019, donc c'est quand même un nombre conséquent de personnes à former. Pour l'instant, ils sont plus sur des fonctions d'exécution, d'ouvriers agricoles, voire de techniciens. Mais ils vont aller de plus en plus sur des fonctions plus techniques et de pilotage d'exploitation. Donc c'est vraiment important de prendre en compte la formation à la fois des exploitants et des salariés. C'est d'autant plus important que quand on regarde la population des exploitants, on a quand même 50% des exploitants qui partiront à la retraite d'ici 10 ans. C'est considérable, ça veut dire qu'il va y avoir un renouvellement des personnes qui sont à la tête des exploitations. Dans les salariés agricoles, on a quand même une population qui est vieillissante, mais on n'a que, en quelque sorte, 30% des personnes qui partiront à la retraite d'ici 10 ans. Donc on va voir des salariés qui vont prendre le relais dans des exploitations. Ça accompagne aussi le mouvement de concentration des exploitations. On a des exploitations de plus en plus grosses, avec de plus en plus de salariés qui vont prendre des parts plus importantes dans les décisions des exploitations. Donc vraiment, c'est important d'accompagner ces salariés vers la formation. Or, pour l'instant, la formation dans l'agriculture, c'est vraiment pas quelque chose qui est très développé. Pour les salariés, on a 1 salarié sur 10 qui se forme par an. Donc c'est vraiment faible comparé à d'autres secteurs. Mais c'est quelque chose qu'on observe aussi pour les exploitants agricoles, puisqu'on n'a que 2 exploitants agricoles sur 10 qui se forment par an. Pour donner un ordre de grandeur, c'est 4 personnes sur 10 dans les autres secteurs. Donc vraiment, il y a besoin d'aller plus vers la formation, de rendre la formation plus attractive. Alors cette formation, il y a plusieurs choses qui expliquent le fait qu'il y ait moins de formation en agriculture. Déjà parce que c'est des beaucoup plus petites structures. Les petites structures ont plus de mal à former parce que plus de mal à dégager du temps pour envoyer un salarié en formation. Quand on n'a qu'un salarié, se passer de la moitié de ses effectifs pendant un temps, c'est plus compliqué. Mais aussi parce qu'il y a d'autres manières de se former par les chambres, former notamment en interne par l'exploitant. Mais c'est vraiment important d'aller vers plus de formalisation de ces formations parce qu'on voit que justement, les compétences évoluent, on ne les a pas forcément en interne. Donc il faut aller les acquérir auprès d'organismes de formation. En même temps, je me permets, est-ce qu'on a des questions? Parce que c'est vrai que sur ce sujet, on parle de formation là. Non, pas de questions? Une remarque, allez-y. J'aurais une remarque, on est prestataire de formation, avant on disait OF, pour que les salariés agricoles des exploitations accèdent à la formation, c'est beaucoup plus compliqué d'un point de vue administratif. Enfin, nous on fait le constat, il y a des salariés qui renoncent parce que la procédure, alors je ne sais pas si elle est plus complexe ou si elle est mal maîtrisée par les employeurs, mais c'est plus compliqué.
Mais Simplifier peut-être pour demain, y réfléchir, avoir une réflexion là-dessus. il y a en effet peut-être un travail de visibilisation de la formation et je pense qu'on aura un témoignage de Capiat qui en parlera après. C'est quelque chose qu'on a identifié aussi, donc on vous en parlera. Là, je vais vous parler un peu du bilan de ce qui se fait dans la formation des salariés pour l'instant. Un peu les points forts, les points faibles, les perspectives d'amélioration et comment ça peut aider à mettre en place de nouvelles pratiques dans les exploitations. Donc tout d'abord, le point très positif de l'agriculture, c'est que c'est un secteur qui est très formateur de jeunes. On a beaucoup d'alternants et les alternants, c'est quand même une force pour que de nouvelles pratiques s'installent dans les exploitations parce que les alternants, ils arrivent avec leurs connaissances plus récentes, on va dire, de ces changements, donc qui peuvent apporter vraiment un point de vue un peu extérieur sur l'exploitation. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir s'appuyer sur des jeunes qui arrivent avec des savoirs neufs en quelque sorte. Donc on a vu l'accès à la formation continue, donc du coup des salariés au cours de leur carrière est quand même beaucoup plus faible, alors que c'est un dispositif important pour l'actualisation des connaissances. Donc pour nous, il y a des efforts à faire là-dessus. Concernant l'offre de formation aux compétences liées au changement climatique, on voit qu'elle est encore incomplète et c'est normal parce que c'est en changement permanent. Il y a des choses où on n'a pas encore les solutions, ça se développe. On a vu qu'on a des innovations, qu'on a de la progression dans la formation, comment mieux faire, comment s'améliorer. Il y a encore des choses qui s'expérimentent, mais il faut aller plus loin pour proposer des contenus, pour permettre aux exploitations d'être accompagnées dans ces changements de pratiques. Il faut qu'il y ait aussi des incitations à se former sur ces thématiques prioritaires comme l'eau, on a identifié notamment. Donc des incitations qui peuvent être comment on rend ces formations attractives, comment on finance mieux ces formations, comment on les met plus en avant dans les catalogues de formation. Et un dernier point très positif qu'on a observé, nous, chez Ocapiat, on en a parlé tout à l'heure avec le gel tardif. Quand il y a eu cet épisode de gel tardif, on a eu énormément de salariés qui se sont formés à la taille derrière pour s'adapter, à la récolte pour s'adapter, au conditionnement pour s'adapter. Cet haut degré de réactivité, cette possibilité de réagir très vite, c'est super important pour justement faire face à ces changements. Et il faut vraiment garder ça, il faut le mettre au service de tous les autres changements de pratique qu'il va y avoir, des épisodes de sécheresse, vraiment pour pouvoir s'adapter au plus vite. Et donc on a besoin d'organismes de formation qui savent suivre ce mouvement du climat. Donc là, nos grandes orientations pour améliorer les choses, pour que ces organismes accompagnent mieux, tout d'abord, c'est de prioriser, rendre plus visible l'offre de formation qui existe sur ces thématiques. Il en existe, elles ne sont pas identifiées clairement, donc là, nous, on a préconisé de les identifier avec un petit logo, ça, c'est une thématique qui aidera à s'adapter au changement climatique. Vraiment les identifier plus facilement et en faire une priorité pour Ocapiat, aussi bien en termes de financement que de communication avec ses adhérents. Le deuxième, c'est vraiment de renforcer l'offre de formation. Donc on a dit stabiliser les contenus, ça bouge énormément, les changements, on ne maîtrise pas encore tout, donc vraiment un vrai besoin de travailler en continu pour pouvoir être réactif, pour pouvoir s'adapter. Un besoin de former les formateurs parce que tout le monde, on manque de personnes qui connaissent vraiment ces changements. Et là, il y a un vrai travail qui peut se faire avec Vivea, qui a fait un travail peut-être plus en amont qu'Ocapiat sur ces changements parce qu'ils ont plus de fonctions et de pilotage. Donc vraiment, essayer de mutualiser ces forces pour proposer les formations les plus adaptées, les plus rapidement possible. Et enfin, communiquer sur ce qui existe déjà, communiquer sur l'importance que ça a de se former, que la formation, c'est pas forcément théorique, c'est pas forcément 10 jours derrière un bureau, sur un ordinateur, non, que ça peut être de la mise en pratique, ça peut être très concret, et ça doit être très concret d'ailleurs pour attirer aussi bien les salariés et pour motiver les exploitants à envoyer leurs salariés, que ce soit aussi plus facile, plus accessible, avec une vraie relation avec les conseillers pour ne plus avoir peur d'aller vers les formations, d'être accompagné dans les dossiers administratifs pour faire ces formations et pour rendre ces formations climat finalement attractives et pour donner envie de se former. Je vais laisser le mot de la fin qui sera un peu dans cette même idée, mais notre grand plan compétences 2030. Oui, c'est juste pour donner un peu de solennité. Vous avez parlé de simplification, mais c'est juste pour dire qu'on voit que le changement climatique, alors c'est dans l'actualité, mais c'est vraiment quelque chose sur le long terme qui est en train de se produire. Et on demande non seulement aux agriculteurs, mais à toute la société de changer. Alors les gens ne sont pas prêts, hein, vous l'avez vu.
Et il se trouve qu'on a un outil formidable qui s'appelle la formation, qui a déjà de l'argent. Enfin, je suis désolé de dire ça. On a déjà des fonds qui existent. Donc là, il faut vraiment, effectivement, c'est un instrument formidable pour y arriver. Donc nous, on pense qu'effectivement, il faut se donner des objectifs ambitieux par rapport à ça, avec effectivement de l'amélioration continue, parce que quelquefois, le changement climatique va plus vite que la production de compétences. Donc ça veut dire que les solutions vont remonter du terrain, donc il va falloir s'adapter. Donc l'adaptation, finalement aussi, c'est aussi l'adaptation de l'ensemble du système pour arriver effectivement à des choses plus ambitieuses. Nous, on pense que, effectivement, pour l'instant, on a tracé 5% des formations qui pourraient être estampillées climat. Il faut au moins arriver à 20%. Il y aura forcément encore des formations. Il va falloir se donner les moyens parce que ça va vite, vous l'avez dit, hein, il va falloir vraiment avancer. Il y a déjà des moyens. De toute façon, les moyens ne sont pas extensibles, mais il faut les prioriser à un moment donné. C'est aussi l'objectif de ce travail. Et moi, je remercie Ocapia de nous avoir permis de le faire. Et je pense, vous savez, nous, on est consultants, on fait des études. Des fois, ça cale des armoires normandes. Mais là, on a l'impression, si vous voulez, par rapport aux présentations qu'on fait et puis par rapport à la saisine qui en est faite, qu'il y a une vraie appropriation et qu'on sent que ce sujet va être au cœur du déploiement d'Ocapia par la suite. Merci beaucoup, Bertrand. On va terminer justement, ils vont parler des offres de services avec Ocapia et Vivea. Je vais inviter Béatrice Dingley, qui est la directrice générale de Vivea, et puis également Jérôme Lachaud, directeur d'accompagnement. Venez tous les deux, hein, d'Ocapia. Donc, c'est pratiquement la conclusion, mais c'est normal qu'on puisse conclure avec vous, puisque tout ce qui a été dit en amont, vous allez finaliser un petit peu tout ça. Tout à fait. On va se partager la parole avec Jérôme. On commence avec vous, Béatrice. Allez-y. Bien. Allons-y. Les offres de services, justement, que vous allez pouvoir proposer, les priorités. Alors, donc Vivea, je rappelle, hein, c'est le fonds d'assurance formation des chefs d'exploitation agricole. Donc, on en a été ravis d'accueillir Sylvain et Philippe, donc qui ont été formés. C'est les premiers témoins. C'est les premiers témoins, voilà, financés par Vivea. Et pour vous dire que la préoccupation du changement climatique, c'est une préoccupation qui existe depuis 2014 au sein du fonds d'assurance formation. Et ce sont les élus des organisations professionnelles agricoles qui travaillent avec Vivea, qui se sont emparés de cette thématique et qui l'ont incluse dans une priorité stratégique de développement de la formation. Donc, en cela, on rejoint vos préconisations. Donc, c'est notre priorité 3 qui est plus large, parce qu'on verra tout à l'heure que le changement climatique, c'est pas seulement... il y a plein de choses qui vont contribuer au changement climatique. Donc, nous, on a travaillé sur une priorité qui s'appelle « Préserver l'environnement, le climat et le bien-être animal ». Et donc là, je vous ai mis les chiffres clés de 2023. Alors, c'est une thématique qu'on travaille depuis 2014, puisqu'on avait fait une étude et un travail avec l'ADEME, et on a une convention d'ailleurs de partenariat avec l'ADEME, parce que comme vous l'avez très justement souligné, on était en panne de formateurs en 2014, ça n'existait pas. Donc on avait conclu un partenariat avec l'ADEME et avec l'INRAE, pour qu'ils puissent former des formateurs. Et la première région, ça a été Pays de la Loire, et puis ensuite on a décimé sur un peu toutes les régions françaises, comme vous allez le voir aujourd'hui. Donc ça, c'est la priorité 3 avec, en 2023, près de 500 000 heures de formation financées par Vivea et réalisées bien sûr par des organismes de formation à destination des chefs d'exploitation agricole, 41 500 stagiaires, plus de 5 000 formations. Et puis, vous avez un zoom ici sur les formations qui sont liées vraiment au changement climatique. Donc ça, c'est toute la priorité 3 qui travaille sur l'environnement et notamment l'agroécologie, qui contribue aussi au changement climatique. Et donc ça, c'est la priorité. Ça, c'est vraiment un zoom sur le changement climatique avec 369 formations, près de 3000 stagiaires et puis 46 000 heures de formation réalisées en 2023. Donc vous voyez qu'on est déjà, je dirais, dans une dynamique sur le changement climatique auprès des chefs d'entreprises agricoles. Et on voit bien la maturité des projets aussi, tels que celui de Sylvain, les organismes vraiment embarqués dans la démarche, puisque ça fait presque 10 ans qu'on travaille sur le sujet. Après, bien sûr, l'idéal serait de former tous les agriculteurs. Tout le monde, mais il faudra un petit peu de temps. En tout cas, l'avenir et les jeunes vont automatiquement être formés. Ça, on peut le dire, oui. À 100%. Bon, après, c'est une autre génération, c'est peut-être plus délicat. Tout à fait. Et après, comme le disait aussi Quadra et Ceresco, la difficulté, c'est de mobiliser le public. Mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc là, on vous a juste mis une petite cartographie sur l'évolution entre 2021 et 2023 du nombre de dossiers. Alors,
vous voyez qu'il est quasiment stable, mais il progresse. Donc, de toute façon, c'est du petit pas qu'il faut faire. Donc, un nombre de stagiaires qui passe de 36 000 stagiaires à 41 000 en 2023. Donc, on a un gap quand même positif. Et les heures stagiaires qui augmentent également. Alors, il faut savoir qu'en chef d'exploitation, on est aujourd'hui à 508 000 chefs d'exploitation. Donc, l'idée, c'est Alors, on ne va pas les former en un an, mais chaque année, finalement, il faut qu'on ait une petite cohorte. Et comme Sylvain le disait très justement, lui, il continue sa formation. On est sur de la formation continue. Donc là, on est vraiment sur le changement climatique. Tout à l'heure, c'était la priorité 3, préserver l'environnement. Et puis là, on est sur le changement climatique. Bon, de toute façon, le diaporama, il sera disponible. Après, si vous en avez besoin, on va vous le transférer. Moi, je pense qu'il est important de dire, c'est que effectivement, le changement climatique, il va s'étudier et s'observer sur des pratiques de l'exploitation, aussi bien sur l'adaptation que l'atténuation. Donc, la différence, elle est très simple. L'adaptation, c'est l'exploitant, qu'est-ce qu'il fait sur son exploitation pour finalement contrer les aléas climatiques et s'adapter à ce qui arrive. Et puis, la contribution, donc l'atténuation, c'est lui, de par ses pratiques, qui va servir en fait la diminution ou au moins la temporisation du réchauffement climatique. C'est un petit peu comme ça qu'on peut le définir concrètement. Il y a des pourcentages complètement différents quand on voit notre territoire. Alors là, on est sur le nombre, l'évolution des dossiers de formation, sachant qu'à Vivea, c'est toujours du dossier collectif. C'est-à-dire que ce sont les organismes de formation qui nous déposent des dossiers collectifs à financer. Et en gros, on est entre un équilibre quand même au bout du compte. 8 personnes par groupe. Et donc là, vous voyez le nombre de dossiers, l'évolution entre 2021 et 2023. Alors, vous voyez clairement que c'est plutôt le sud et l'ouest et le sud-est qui vraiment s'engagent sur la formation au changement climatique. Dans l'est et dans le nord, où finalement le changement climatique, il était encore un petit peu moins important, bien qu'aujourd'hui on voit qu'il y a des inondations, etc. Mais en tous les cas, les phénomènes de sécheresse sont moindres. Donc là, c'est vraiment très foncé ici sur l'ouest et le sud-ouest. Et c'est surtout ces personnes qui viennent se former, aussi bien des céréaliers que des éleveurs, que des viticulteurs. Et on a choisi aussi de travailler avec Sylvain et puis Philippe parce qu'on pense que la pousse de l'herbe, c'est facile. Et vous avez vu, la technicité. C'est pas tout à fait ça. C'est quand même incroyable. Ouais. Je vais laisser la parole à Jérôme, puis après on répondra aux questions. On répondra aux questions ensemble. Bonjour à tous. Jérôme Lachaud, donc d'Ocapiat, directeur de l'accompagnement des branches professionnelles. À Ocapiat, il y a 50 branches professionnelles qui travaillent sur ces questions de prospective, de transition, qui ont besoin d'être accompagnées. Et donc, dans ce cadre-là, c'est le travail qu'on avait initié avec la CPNE de l'agriculture il y a déjà presque 2 ans, qui nous a permis de contribuer à la création de cette étude. Cette étude qui a profondément transformé aussi notre façon d'accompagner les entreprises et les salariés agricoles sur cette question de la transition écologique. C'est pour nous une étude assez fondatrice parce qu'elle est premièrement novatrice, deuxièmement particulièrement bien réalisée. Et je félicite encore Quadra et Ceresco pour la qualité du travail qui a été fourni dans le cadre de cette étude et qui nous donne aujourd'hui des perspectives très concrètes sur la création d'une offre de services pour les entreprises. Alors, on a parlé de taguer des formations, on a parlé de communiquer sur les formations. Voilà, la transition écologique, alors on n'est pas comme Vivea depuis 2014 très mobilisé sur le sujet, mais on en faisait sans le savoir en fait. Et donc la question, ça a été aussi d'essayer de recenser dans le cadre de notre offre régionale ce qu'on avait, ce qu'on faisait, ce qui correspondait aux besoins des entreprises et ce qui était nécessaire de faire évoluer. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on recense dans notre offre de service, on a premièrement notre offre régionale, facilement accessible pour répondre aussi par les entreprises. Aujourd'hui, on a un système dématérialisé. Vous rentrez votre numéro de SIRET, vous choisissez la formation sur laquelle vous voulez aller et elle est directement financée à l'entreprise. Donc globalement, sur la simplicité, c'est difficile de faire aujourd'hui un peu mieux. Après, il y a la question de l'appréhension de l'outil, ça je l'entends. Et pour les organismes de formation, c'est encore autre chose, mais on pourrait y revenir et en parler par ailleurs. Et puis, on a effectivement une liste d'organismes de formation qu'on a identifiés sur ces questions de la transition écologique et donc qui peuvent bénéficier évidemment aux entreprises
La difficulté qu'on rencontre, c'est qu'aujourd'hui, et ça, je pense que Béatrice pourra le réaffirmer, c'est effectivement qu'on manque de formateurs sur cette question. Aujourd'hui, des formations sur typiquement la question du climat, en France, ça n'existe pas. C'est dans quelques modules de formation Vous avez universitaire. une solution pour recruter ces formateurs aujourd'hui? Mais la difficulté, c'est ça, c'est que pour qu'il y ait des formateurs, il faut qu'ils eux-mêmes soient formés sur cette question du climat. Or, aujourd'hui, la question du climat, elle est détenue par quelques grands sachants français, par quelques instituts, et c'est toujours un peu le danger. C'est-à-dire que demain, on peut avoir des gens qui disent la question du climat, elle doit se gérer comme ça. Donc, il faut aussi qu'on arrive à déployer autour de ces enjeux de transition écologique le savoir, pour que chacun puisse se l'approprier et ne soit pas dépendant de quelques personnes qui viennent aujourd'hui en affirmant que les choses doivent se passer de cette manière-là. Voilà. Bon, ça, c'est un point de vue très, très, très personnel, mais j'aime bien le partager parce que je pense que c'est important. Je reviens sur notre offre de service. Donc, concernant l'offre de service, il faut vous rappeler que les entreprises, l'agriculture, la transition écologique, pour un entrepreneur, c'est son business. Donc lui, il a besoin aussi de s'adapter. On ne l'a pas beaucoup dit, mais cette adaptation, elle est nécessaire parce que derrière, il y a des enjeux économiques aussi. Des enjeux il y a des enjeux écologiques, transition, mais il y a des enjeux économiques. Et une partie de l'économique passe aussi par l'accompagnement de sa ressource humaine. Et donc dans ce cadre-là, on a un plan qui s'appelle le PCRH, qui est une prestation personnalisée d'accompagnement qui est pris en charge à 50% par l'État. Et donc, on met 50% dans la panière pour accompagner effectivement en région les entreprises sur justement l'accompagnement aux transitions sur le volet RH. On l'a vu tout à l'heure, hein, Quadra l'a bien expliqué. Il y a aussi un besoin d'évolution des compétences des salariés, de la modification aussi du travail, des périodes qui s'allongent, qui se réduisent en fonction de l'activité. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, il y a une proposition qui est faite aujourd'hui pour accompagner les entreprises. Et puis après, on a une charte emploi en partenariat avec la DGEFP où on a décliné ces questions de la transition écologique avec plusieurs axes. Donc, un axe autour de la création d'un outil digital de maturité écologique avec une prestation d'accompagnement, donc dont peuvent se saisir l'ensemble des entreprises du champ Ocapiat, dont évidemment l'agriculture. Un axe 2 sur un aspect plus QVT, mais qui rentre aussi dans ce grand chapeau transition. Et puis des actions de formation répondant à la transition écologique et à la performance logistique. Et enfin, également cofinancé dans le cadre du Fonds national de l'emploi, on a un accompagnement de l'État qui vise très précisément cette transition écologique et qui nous aide à financer. Bertrand l'a dit tout à l'heure, on a des ressources, mais on n'en a pas non plus suffisamment. Donc on est obligé aussi de trouver les moyens d'aller en chercher de nouvelles. Et c'est vrai que là, pour le coup, l'État nous accompagne en ciblant en fait ces questions de formation sur le changement climatique, entre autres. Je vais être rapide parce que là, c'est relativement... C'est un sacré tableau qu'on a. C'est pour vous montrer effectivement qu'on fait déjà des choses dans le cadre de l'offre régionale. Alors ça, c'est l'offre régionale 2023. Il y a une 2024 justement sur laquelle on s'est beaucoup plus appuyé sur cette étude et qui développe 2 nouvelles formations sur ces questions en reprenant les préconisations de l'étude. Donc, je ne m'attarde pas là-dessus. Mais voilà, vous voyez effectivement qu'il y a une dynamique qui est en train de s'instaurer sur ce sujet-là. Et puis à venir, très prochainement, dans les prochaines semaines, on a travaillé déjà depuis quelques temps sur un autodiagnostic maturité écologique qui va sortir à la fin du premier semestre et qui va permettre aux entreprises de s'auto-évaluer sur où ils en sont de leur appréhension de la transition écologique. Et en fonction de cet autodiagnostic, on pourra revenir vers elles pour leur proposer des formations adaptées spécifiquement à leurs besoins. Encore en avance de phase, Vivea a signé depuis longtemps maintenant une convention avec l'ADEME. On est en train d'y travailler. Et puis l'ADEME nous propose aussi des formations, des stages de formation pour sensibiliser aussi nos conseillers à la question de la transition écologique et du changement climatique. Et enfin, le PCRH, on a reconduit, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc c'est l'accompagnement plus ciblé ressources humaines et les évolutions autour de ces transitions écologiques qu'on reconduit sur 2024 en partenariat avec l'État en région.
On a les moyens, ça on l'a bien compris aujourd'hui. Béatrice, je vais vous laisser le mot de conclusion. On se donne les moyens en tout cas de cette réussite. On n'est pas loin du but parce qu'on y va, mais tranquillement, peut-être moins vite que prévu parce ce changement climatique nous a aussi tous surpris, donc il faut aussi s'adapter. Oui, je pense qu'on est dans des changements longs, même si les transitions doivent être actuellement rapides et on voit les incidents, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, c'est sans arrêt. Depuis 3-4 ans, on a des épisodes qui sont très très difficiles à vivre. On manque d'eau, maintenant on en a trop. Pour les exploitants et pour les salariés. C'est compliqué. Donc ça s'accentue, mais en même temps, le changement, il touche, je dirais, toute l'exploitation. Et quand on parle de transition ou agroécologique ou climatique, ça veut dire qu'on va modifier complètement sa structure, comme le dit Sylvain. Il faut vraiment réfléchir sur une nouvelle stratégie et un nouveau pilotage. Et on n'en a pas parlé beaucoup, mais des investissements aussi financiers qui peuvent être importants, des modifications dans les rendements, donc qui vont diminuer aussi le revenu de l'agriculteur pendant 4-5 ans avant que le cycle reprenne sa phase naturelle. Donc il y a un risque. Et tout à l'heure, Philippe le disait aussi, le fait de mettre les personnes en groupe, ça réassure. Parce que rien n'est écrit, je dirais, même les formateurs, ils ne vont pas donner des solutions. C'est finalement à chaque fois qu'on avance et en se comparant les uns aux autres qu'on va finalement se construire son adaptation au changement climatique. Donc le groupe permet de se réassurer, de ne pas laisser tomber. Moi, je le dis souvent, la formation, c'est vraiment un outil formidable à ce point de vue-là. Alors, tout à l'heure, on a parlé aussi de comment on mobilise les salariés ou comment on mobilise les chefs d'exploitation. Donc, nous, on a pris le parti depuis 2 ans d'envoyer de la communication directe, alors que ce n'est pas notre métier en tant que financeur, mais pour aider aussi les organismes de formation à mobiliser les agriculteurs pour s'inscrire sur une formation. On leur envoie des communications directes tous les mois, puisque tous les mois, en fait, Vivea achète de la formation. Et donc, dans chaque département, on va envoyer de la communication directe sur une thématique. Donc, on cible des filières et on cible une thématique et on fait de la communication directe. Et ça commence à prendre, en fait, un effet positif. C'est-à-dire, même les agriculteurs nous disent, on attend vos communications. Il y a un site Internet où ils peuvent tout trouver, mais on sait qu'aujourd'hui, il faut pousser l'information. Il y a une demande, en tout cas. Il y a une vraie demande. Donc, on pousse l'information et on a fait des enquêtes sur les mails qui sont envoyés. On a à peu près 35% de départ en formation à la suite de ces mails. Donc, c'est important. Alors, c'est vrai que la communication, c'est un enjeu aujourd'hui et un enjeu... Surtout par rapport à tout votre travail. C'est la finalité. Tout à fait. Voilà, pour eux. Tout à fait. Et après, on recommande aussi aux organismes, et Quadra l'a dit, et Ceresco, il faut travailler ces titres de formation, qu'au titre, l'agriculteur sache qu'est-ce qu'il va trouver dans la formation. Parce qu'on voit encore des titres qui ne veulent rien dire. Et comme on est sur des lectures diagonales, tout le monde, les agriculteurs comme les autres, si le titre ne parle pas, ils ne vont pas y aller. Puis après, c'est le bouche à oreille. Enfin, c'est un gros travail qu'on fait aussi sur communiquer sur les formations. Et puis les réseaux sociaux, on le dit avec WhatsApp, c'est vrai que c'est peut-être une des meilleures communications qu'on peut utiliser aujourd'hui. Oui, après, nous, on ne va pas trop sur les réseaux sociaux parce qu'on est aussi des institutionnels. Enfin, bref, on ne peut pas vraiment utiliser, faire de la promotion parce que derrière, il faut qu'on fasse une promotion pour tous les organismes de formation. On ne peut pas pousser qu'un seul organisme de formation. On a des règles en tant que financeur en marché public. Mais de s'adresser directement aux agriculteurs, je pense que c'est important. Ils font le relais, du coup. C'est eux qui font le relais ensuite. Exactement. Et puis, c'est garder aussi, quelque part, c'est bien payer ses formations. Donc, Vivea lance des appels d'offres spécifiques. On paye beaucoup plus ces formations que des formations techniques basiques. Donc, c'est vraiment donner aussi les moyens aux organismes de formation de faire de l'ingénierie, de former les formateurs, d'avoir des bons formateurs ou des intervenants, des experts qui peuvent venir d'ailleurs et qui peuvent contribuer à la formation. Voilà, je vais pas être plus longue, mais c'est une priorité chez nous qui représente vraiment un gros volume d'heures stagiaires, mais il faut du temps pour que ça s'installe dans le paysage et que ce soit aussi adopté par les agriculteurs. Mais je pense que là, tout le monde est mature pour travailler sur le sujet. En tout cas, merci beaucoup. On peut vous applaudir. Encore une fois, je voudrais qu'on vous applaudisse bien fort puisqu'on va rester là-dessus. Merci encore. Merci beaucoup de votre participation.